J'avance dans un tunnel sombre. Pour guider mes pas, seules quelques écritures phrygiennes glissant lentement le long des murs, comme elles le font partout entre deux salles du mall. Soudain, l'ouverture apparaît. Elle s'agrandit. Une salle approche. Accueilli dans cette nouvelle immensité par un doux clair de lune, je m'assieds. Lune brillante, jambes croisées, tel un serpent. Le nuage avale la lune. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Ces réalités entre deux. Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes. Entre nous, entre les quatre yeux du présent et l'imaginaire. Entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé. Entre deux réalités. Épisode 5. La lune réelle. Après avoir perdu l'horizon de la chambre 201, j'avais commencé à arpenter les infinies contrées du mall, dans les couloirs duquel je m'enfonçais, me perdant toujours plus à mesure que les semaines et les mois passaient. Ce jour-là, j'avais débouché dans une salle depuis les dédales de tunnels, d'escaliers et de couloirs qui reliaient les différents lieux du mall entre eux. L'atmosphère de ce nouveau lieu était rafraîchissante. Haut dans le ciel, la lune de ce monde intérieur brillait sur une forêt montagneuse dont la cime des arbres touchait la petite terrasse métallique sur laquelle ouvrait mon couloir. Je m'y étais assis, adossé au mur d'où s'élevaient de semblables terrasses sur des centaines d'étages au-dessus de moi, et profitais un instant de ce calme nocturne pour me reposer d'une longue journée de marche, laissant mes pensées se perdre dans la contemplation de la nuit. En cherchant Maya sans relâche, je m'étais rapidement rendu compte que je passais pour fou aux yeux des habitants du mall que je croisais parfois. Car le mall étant tout, il devait avoir des proportions infinies, et rechercher quelque chose dans un lieu aux proportions infinies était aux yeux de tous d'une évidente folie. De mon point de vue, pourtant, c'était cette contradiction du mall qui paraissait folle. En tant qu'édifice fermé, l'infinité du mall devenait paradoxale. Or, comme toutes les contradictions que l'on rencontrait au mall, leur existence même était annihilée par sa totalité. Autrement dit, puisque le mall était tout, il devait également comprendre les incohérences, sans quoi il lui manquerait quelque chose, puisqu'il ne pourrait pas être tout sans également être incohérent. Et pour autant, de cette manière, plus rien précisément ne serait incohérent au mall, car l'incohérence serait rendue cohérente par le fait que le mall comprenait tout ce qu'il y a. Or, également, si tout était aussi rendu cohérent au mall, il ne serait plus tout ce qu'il y a, puisqu'il lui manquerait, cette fois-ci, un soupçon d'incohérence. Alors, par une pirouette, les penseurs du mall concluaient de ce paradoxe que le mall était tout, et que ces incohérences étaient précisément ce qui, en tant que tel, participait à sa perfection. Ouais, en fait, le mall, on se pose des questions sur lui que quand on commence à chercher quelque chose dedans. Ouais, voilà, parce que... Et qu'on ne trouve pas. Parce qu'on trouve forcément pas ce qu'on cherche dans le mall. Mais alors, du coup, c'est comme ça qu'on devient penseur du mall. C'est en cherchant un truc dans le mall. Et en vivant la torture de jamais le retrouver. Ouais, peut-être. Tu dirais ça ? Je sais pas, bah non, après, je pense que c'est comme ça qu'on commence à se poser des questions sur le mall. Mais après, pour devenir un sage du mall, il faut passer à l'étape d'après, je pense. Qui est quoi ? Bah, qui est d'accepter qu'on retrouve pas ce qu'on cherche. Qui est l'étape de traverser un mur ? Ouais, je pense. Il en sort pas, mais en même temps, il peut le regarder du dehors parce qu'il a accepté qu'il était dedans. Ça veut dire quoi ? Et disons que je pense qu'il a arrêté. En fait, ça dépend ce qu'on entend par en sortir. Je pense qu'il a arrêté de fantasmer sur le fait d'en sortir au sens propre
comme on est dans un lieu et au sens de la fuite, tu vois, on est dans un lieu et ensuite on prend un chemin qui nous permet de passer dans un autre lieu qui est complètement étranger à ce lieu. Je comprends pas. Ça, c'est sortir comme on fait d'habitude. Et lui, il cherchait à sortir du môle dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il cherchait à échapper définitivement au môle. Ouais. Mais il y a une autre manière de sortir. C'est de rester dedans, mais de savoir qu'on est dedans. Mais en quoi ça te fait sortir, ça ? Eh ben, si tu sais dedans, tu sais que t'es dedans, tu sais qu'il y a un dehors aussi, et ça suffit pour s'extraire mentalement du truc. Oh, mais c'est là que tu rentres pleinement en enfer, alors. Parce que tu sais que tu pourrais être dehors, mais que en fait, t'es toujours dedans. Alors que si t'es dedans sans savoir qu'il y a un extérieur, tu te dis, bon, bah, normal, quoi. Mais je suis sûre qu'il y a un état d'esprit où c'est pas l'état d'esprit de la personne qui sait qu'il y a un dehors et qui veut y aller. C'est l'état d'esprit de la personne qui a accepté que ça n'avait pas de sens l'idée d'aller en dehors. Bon, après, moi-même, je pense que je suis pas sortie du môle, donc j'ai du mal à atteindre cet état d'esprit. Mais je pense que c'est l'état d'esprit du sage suprême dans le môle, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que ça lui apporte, en plus ? Je pense la liberté d'être dedans, mais de pas s'en sentir prisonnier. Ouais, c'est peut-être pas clair ce que je dis. Je sais pas. C'est juste une intuition sur la manière dont tu peux... Parce que souvent, quand on trouve un lieu insupportable, et on le trouve d'autant plus insupportable que on a l'impression qu'on a du mal à en sortir, on conçoit que la seule solution, ce serait de changer de lieu, en fait. On a l'impression que la seule alternative, c'est ça, ou une sorte de résignation, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une troisième voie entre les deux. À ma gauche, un mouvement attira mon attention. Sur une autre terrasse, un peu en contrebas, je distinguais la devanture d'un petit bar, encore ouvert malgré l'heure tardive. Alors, comme si elle s'était révélée à moi seulement une fois que j'avais remarqué sa présence, les notes sourdes d'une douce musique atteignirent mes oreilles. Après une brève hésitation qui n'en était pas vraiment une, je finis par me lever et descendis les escaliers métalliques en direction du pub. Poussant un lourd rideau de velours, j'entrai dans le bar. L'atmosphère y était statique. Le lieu semblait immobilisé autour des musiciens qui, seuls sous les lumières de quelques projecteurs bleutés, se distinguaient des ombres que formaient leurs spectateurs, comme endormis dans l'épais nuage de fumée qui planait au rythme de la mélodie ou des heures avancées de la nuit. Depuis le bar, j'observais la salle quand mon regard croisa celui de mon voisin qui tournait le dos à la scène. Levant son verre, il me fit un bref signe amical, haussant les sourcils, l'air de dire « Ouais, où est-ce que ça mène tout ça, de toute façon ?» Intrigué, je le questionnai un moment. Il s'appelait Clément, il était physicien. Quelle vie de merde. C'est vraiment une vie de merde. Ouais. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est une vie de merde ? Il y en a qui pilotent des avions, il y en a qui restent à 10 mètres sous le sol. Non, c'est pas une vie de merde, mais disons que c'est un travail qui est assez quand même rigoureux, je trouve, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je bosse comme pas possible avec des gens que j'aime pas, à 10 mètres sous terre en plus, personne n'en a rien à foutre. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pour le meilleur. J'essaye de me convaincre que c'est une bonne décision. Non, c'est vrai que je t'ai pas dit, mais je fais de la recherche en physique expérimentale et plus particulièrement à essayer de trouver des atomes qui puissent générer de l'information. Bon, je me demande pas à quoi ça sert exactement. J'ai pas forcément la tête à te répondre ce soir, mais disons que c'est un travail très rigoureux, assez laborieux,
Et je croise pas beaucoup de monde. Et les peu de gens que je croise, c'est un peu des cons. C'est un peu des cons parce que, je vais te le dire, même si ça t'intéresse pas, mais ils sont contents que je sois en galère en fait. Plus je galère, plus ils sont satisfaits parce qu'eux aussi ont galéré en fait. Galéré à trouver, galéré à avoir des résultats stylés qui puissent plaire aux penseurs du mall. Et voilà, donc quand t'es en galère, bah, ils sont contents, donc t'as pas forcément envie d'interagir avec eux. Puis il y a des jours où tu trouves, et il y a des jours comme là où tu trouves rien et tu sais pas si c'est possible de trouver quelque chose. De trouver un système compatible, de trouver ce pourquoi t'as été engagé, quoi. Et toi, t'as été engagé pour trouver un truc en particulier ? Ouais. T'as toujours un peu reniflé, tu vois. Comme t'es dans un bar, t'es pas chez toi, tu vois, t'es pas avec les gens de ta classe. Non, mais moi j'avais pas du tout signé pour ça à la base. T'avais signé pour quoi ? Je sais pas bien. Je pensais que j'allais faire au moins une découverte, 2 découvertes stylées. Tu voulais faire avancer les choses. Je voulais faire avancer les choses. Est-ce que t'es désillusionné ? Je sais pas. Pas encore, non. Je pense que c'est surtout avec les gens avec qui je travaille. Mais j'ai toujours cet espoir de trouver des nouveautés. De trouver des nouveautés. Et c'est très stimulant, mais c'est à la fois très frustrant aussi comme travail. Pourquoi ? Ouais, tu vois pas grand monde. Moi, je sors pas souvent de mon labo en plus. Donc c'est un environnement qui est assez isolé. Et puis les gens avec qui je travaille, le peu de gens que je croise en tout cas, sont presque satisfaits que je galère en fait. À trouver des résultats, à avoir des résultats, à trouver des nouveautés justement. Et tu leur as fait un truc ou... Je crois que c'est une sorte de fierté qu'il y a, parce que c'est des gens qui ont fait des découvertes il y a quelques années et qui sont très fiers de ce qu'ils ont déjà accompli. Et ils ont cette sorte de fierté en fait. Ils savent que c'est dur, ils savent que c'est un domaine où tu galères par définition, donc je pense qu'ils ont aussi envie de renvoyer le fait qu'ils en ont bavé et ils sont contents quand toi aussi t'en baves parce que c'est une forme de normalité si tu veux. C'est un domaine où c'est très dur de faire des percées. Tu vas pas faire une découverte toutes les semaines. Tu vas en faire une par an et c'est déjà incroyable. Incroyable. Ouais, ça c'est quand tout va bien. Mais généralement, c'est pas tout ne va pas exactement comme tu le souhaiterais, donc c'est difficile. Et puis c'est difficile pendant un an d'être dans l'attente de travailler en tout cas dur, en espérant obtenir des résultats. Donc tu fais tout pour mettre la chance de ton côté d'une certaine manière. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. C'est un peu moins attractif que le début, quoi, quand j'ai commencé. Et toi, t'as aussi cette fierté dont tu parles là, que tu trouves chez les autres ? Parce que tu dis que le fait de galérer, ça fait partie du job. Mais est-ce que cette fierté, elle fait aussi partie du job ou Ouais, je pense d'une certaine manière, mais pas autant qu'eux, je pense. Moi, je suis assez content de partager mon travail avec les autres qui travaillent dans le même domaine, en tout cas. De aussi donner des conseils basés sur l'expérience que j'ai pu acquérir. Non, je dirais pas ça. Oui, je suis fier de ce que j'ai déjà fait. Mais disons qu'il n'y a pas cette aigreur qui leur correspond. Moi, j'ai aucun problème à partager mon expérience, à donner même des conseils si besoin, à faire avancer le groupe, justement. Faire avancer la recherche, si tu veux, au sein de mon groupe. Voilà. Moi, en fait, je sors pas beaucoup de mon environnement de travail. Je suis un peu un loser, si tu veux. Ah bon ? Bah ouais. Parce que je profite peut-être pas assez de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que je suis en train de me dire en permanence. Enfin, je passe les 3/4 de mon temps dans un labo qui est une dizaine de mètres sous-sol pour des raisons d'isolation de bruit, d'isolation de mécanique avec l'extérieur. Une dizaine de mètres sous-sol, ça veut dire quoi ? Sous le niveau de la mer, si tu veux. Sous les fondations du mall.
Parce que... Ouais, mais le mot est infini. Non, disons qu'il y a le niveau 0 depuis lequel le môle s'est construit, mais il s'est construit en hauteur, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, mais il y avait... Ouais, ok, je comprends, ouais. Ouais, ok, je vois, ouais. C'est sous terre, là, l'endroit où je travaille est sous terre, ça fait partie du môle, mais disons que c'est une zone qui est par définition sous le niveau de la mer, donc à altitude négative. Ok. Donc, Parce que ça fait pas trop de sens de parler d'altitude négative, mais c'est simplement en dessous du niveau 0 du niveau de la mer. C'est creusé vers le centre du môle, quoi. Ah, ok, oui. Là, je comprends. En tout cas, ce qui concrètement, c'est pas très social comme expérience, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Dans les niveaux inférieurs du môle, il y a moins de monde? Ouais, en fait, c'est pas du tout fait pour y habiter. Moi, j'y travaille. C'est inhospitalier. Oui. Disons que l'environnement dans lequel est installé mon laboratoire est par définition inhospitalier, puisqu'il doit être le plus découplé possible des vibrations, du bruit, des gens qui passent, des gens qui marchent, etc. Donc il faut pas que ça soit dans les lieux les plus attractifs, il faut que ça soit le plus isolé possible. Donc c'est un endroit du môle où il y a le moins de monde possible, c'est le plus reculé dans le môle. Voilà, c'est ça. Et on parle de profondeur, en tout cas c'est creusé dans le môle vers son centre, on peut dire ça comme ça, puisque c'est là où les vibrations vont être les plus faibles. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une précision telle que si je travaillais en haut d'une tour, en fait, la tour, même si elle est faite de béton, c'est un peu comme un pendule, si tu veux. Donc les vibrations en haut sont beaucoup plus fortes, les amplitudes sont beaucoup plus élevées en haut qu'en bas. Donc vaut mieux travailler le plus bas possible gravitationnellement. Donc quand je parle de centre, disons que je parle de la base gravitationnelle, là où l'altitude est la plus faible, quoi. Il y a de la gravité au môle? Bah ouais. Comment ça marche? Il y a des lois physiques, après... Donc le môle est centré sur lui-même autour d'un point de gravité? Est centré sur lui-même... Putain... En gros, c'est un bâtiment qui est construit de manière sphérique? Ouais, tout à fait, ouais. Autour d'un centre? Ouais. Et c'est mécaniquement qu'on crée cette gravité ou comment ça marche? Ah non, on crée pas cette gravité, non. Non, on crée rien, on n'a pas la prétention de créer quoi que ce soit. Non, on va pas faire de l'étymologie ni de l'histoire des sciences, mais ce qu'on a appelé gravité, ça a été une nécessité, en tout cas pour beaucoup de gens, pour comprendre déjà, mais aussi pour expliquer certains phénomènes. Pourquoi est-ce qu'on est attiré vers le bas, vers le centre de cette sphère, qui est le môle? Bon, on a dû répondre à cette question, on a dû introduire le concept de gravité. Mais ce qu'on appelle gravité, ça réfère simplement à la force dirigée vers le centre du môle qui nous permet de rester les deux pieds sur le sol et pas être en lévitation permanente. Voilà, mais c'est juste un concept qui a été nécessaire pour expliquer ce phénomène en fait. Donc la gravité, elle fait partie des fondements du môle? Oui, en quelque sorte, ouais. Ouais. Ça fait partie des concepts qui sont propres au môle, tout à fait, ouais. Ah oui? Bah oui, après, la gravité c'est quand même suffisamment large pour qu'elle varie d'un endroit à l'autre du môle. Hein, c'est pas un concept qui est extrêmement restreint. C'est un concept qui décrit une force qui est propre à n'importe quel objet de masse non nulle. Okay. N'importe quel objet au sein du môle, mais le môle en lui-même aussi a une masse, donc quelque chose d'assez bizarre parce que c'est quoi la masse du môle? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est pas ma spécialité, hein, donc je m'aventure dans des choses. Mais quand on parle de masse du môle, c'est la masse de tous les éléments du môle, sans forcément compter le môle, sans forcément peser les murs du môle. C'est plus le contenu. Ah oui? Ouais. J'aurais tendance à dire ça. Ok. C'est bizarre, non, de pas prendre en compte les murs. Enfin, pourtant, ils pèsent lourd. Non, encore une fois, moi, c'est pas mon domaine de prédilection, en fait. Je suis pas capable d'expliquer parfaitement ce concept de gravité. C'est un concept qui est quand même, je trouve, difficile à comprendre. Moi, il y a toujours eu je suis pas là pour savoir y répondre, mais ce paradoxe de ce qu'il y a au-delà du môle, en fait. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose au-delà du môle? Par définition, non. Du coup, est-ce que ces parois, pour moi, c'est quelque chose de très bizarre. C'est pour ça que je suis incapable de te dire si tu comptes cette surface de contour
Ouais. ou pas. La raison, c'est que elle représente par définition, mais peut-être que je me trompe, la frontière entre ce qui est et ce qui n'est pas. Pour moi, la définition de ce qu'on appelle le môle, mais je veux dire, en mathématiques, ça correspond à ce qu'on appelle l'univers. Et les contours sont par définition une jonction continue entre ce qui est et ce qui n'est pas. Donc, en principe, ça pourrait être les deux à la fois, donc c'est quelque chose de très bizarre en fait, absolument paradoxal. Mais je ne sais pas répondre à cette question. Pour moi, c'est presque un paradoxe en fait. J'y pensais quand j'étais plus jeune. C'était vraiment un truc. Non, très sérieusement, c'était un truc qui me perturbait vachement. Mais en fait, je tombais un peu dans ce piège de. Je crois que c'est un paradoxe, mais là, je dis un peu des bêtises, je pense. Mais tu sais, ce paradoxe des Grecs qui se posaient justement la même question de ce qu'il y avait au-delà de ces contours du môle finalement. Tu pouvais presque. Il suffisait juste de passer une main. Ouais. À travers, et du coup, bah non, par définition, c'est impossible. Donc, ça m'a beaucoup. Forcément, bah, ça travaille. C'est très absurde, très paradoxal, et bon, en fait, j'ai un peu mis ça de côté au fil du temps, en grandissant. Bah, je sais pas. C'est peut-être de moins en moins de fraîcheur, de curiosité, plus on vieillit. Ah oui. Ça devrait pas, hein, mais je me pose un peu moins de questions naïves, de questions simples. Pourtant, c'est essentiel, hein, les questions simples, c'est ce qui fait cogiter le plus, je dirais, mais non, je me pose moins ces questions. Elles sont moins essentielles pour moi, en fait. C'est un peu comme si je m'étais convaincu que c'était comme ça. Ouais, qu'il y avait le môle, et puis c'est tout. Après, j'ai quand même des moments où je questionne en permanence ce contour, justement, dont on parle. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir les capacités intellectuelles pour y répondre. Et tu penses que ce problème-là, il est là à cause de la nature même du môle, ou que c'est Non, je pense que c'est un rapport à nous. À notre compréhension. En fait, j'ai vraiment mais c'est classique, mais c'est vraiment un rapport à la réalité. Non, je pense que c'est un rapport à nous-mêmes, en fait. Et puis même la tentative de description, de définition de la réalité, c'est un rapport qui est extrêmement anthropocentrique. Il a placé le mot. Ok. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, et même dans les sciences de manière générale. Reprends. Okay. J'ai trop rigolé. Désolé. C'est pas grave. Je trouve que la tentative de description, de définition de la réalité est extrêmement centrée sur nous-mêmes. Certains même utiliseraient le mot. Certains utiliseraient le mot anthropocentrique. Je peux pas vous dire, je la connais pas ce mot. Mais pour moi, oui, c'est une perpétuelle résistance entre soi, enfin une expérience en fait, vis-à-vis de quelque chose d'extérieur. Et c'est une résistance, tu vois. Ouais, vraiment résistance, genre le concept physique de résistance, de frottement en fait. Tu vois ce que c'est qu'une résistance ? Ouais, mais ouais. C'est une résistance entre soi et l'expérience qu'on vit en fait. Comment ça ? Bah, c'est une force de frustration, une force de conflit qu'il y a entre ce qu'on voit et nous en fait. C'est-à-dire qu'on pourra jamais faire abstraction de nous pour définir ce qu'on voit. Voilà, donc c'est presque paradoxal, mais c'est vraiment un rapport avec nous-mêmes, si tu veux. Donc il y a une forme de friction avec cet environnement extérieur. C'est une limite de nous-mêmes. Ouais, je sais pas, ouais. Non. Si, mais je sais pas exactement comment poser des mots sur ça, mais pour moi c'est marrant parce que on a du coup un rapport très particulier avec l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est plus dans le sens physique, avec l'extérieur si tu veux, avec ce qu'on observe. L'extérieur, c'est quoi ? Ce qu'on observe. En physique ? Ce qu'on observe ? Non, on appelle ça l'environnement en physique, mais c'est l'environnement d'un système, c'est-à-dire tout ce qui entoure le système que tu étudies. Enfin, c'est le môle, mais tu restreins ça souvent à un sous-système plus petit pour pouvoir simplifier les choses. Mais t'appelles ça de manière générale l'environnement, mais on a un rapport très particulier avec l'environnement de n'importe quelle taille qu'il soit, que ce soit même le môle de manière plus étendue. Parce que on est en connexion permanente, on est en rapport permanent avec cet environnement puisqu'on l'observe. Et si tu veux, il y a une sorte de transformation qu'il y a entre ce môle et ce qu'on en dit et ce qu'on en pense en fait. On transforme un petit peu le réel. C'est pas mal ça. Je suis pas en train de dire que le môle existe indépendamment de nous, justement. Il existe de par nous. Ouais. En fait, c'est nous pas nous qui le créons, mais c'est nous qui le définissons en permanence.
Et donc tu vois, demain par exemple, on pourrait peut-être observer quelque chose au sein du môle et être surpris de cette observation, puisque elle contredit en principe toutes les théories élaborées jusqu'aujourd'hui. Mais cette observation, alors elle va devoir être confirmée, travaillée, etc., approfondie, mais on va la théoriser et on va incorporer cette observation à cette nouvelle théorie au sein d'une plus grande théorie qui est déjà existante. Donc en fait, on construit en permanence ce qu'est le môle. Mais c'est un peu du bricolage du coup, parce que non, c'est pas du bricolage, parce qu'il y a une grande rigueur pour justement que ça soit cohérent. En fait, il y a un énorme travail de cohérence là-dedans. C'est pas du tout du bricolage, c'est quelque chose d'extrêmement précis et. Ouais, mais si tu construis une théorie, que tu la travailles, que tu la fais évoluer et qu'à un moment donné tu te rends compte qu'il y a une nouveauté dont tu n'avais pas tenu compte, et hop. c'est un peu facile. Non, tu fais pas simplement. T'incorpores pas n'importe quel événement. Disons que c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, si tu veux observer quelque chose de nouveau, de quelque chose qui échappe en tout cas à nos théories, il faut étudier la matière, il faut étudier des systèmes qui sont très petits, et du coup tu vas pas, disons que c'est pas quelque chose que tu vas voir passer dans la rue. Oh tiens, ça c'est nouveau, je vais l'incorporer dans ma théorie, comme si tu rajoutais comme ça violemment un tas de constructions bancales qui vont pas forcément ensemble. Là, on s'arrange pour justement. Déjà, ça n'arrive pas tous les jours de faire de nouvelles observations qui sont contraires à une théorie déjà en place. Et en plus, quand c'est le cas, il y a des vérifications. On cherche à être le plus cohérent possible, à être le plus concis possible pour pouvoir élaborer la théorie la plus simple possible, si tu veux. Mais donc j'imagine que le rapport que tu entretiens avec la réalité dans ton taf, il est très très différent de celui de Monsieur Tout-le-Monde, non ? Je travaille sur une expérience qui a l'objet d'étudier des objets dont la taille est inférieure à 1 nanomètre. Donc en fait, c'est des objets très petits. Et ces objets, ils sont si petits qu'ils obéissent à des lois qu'on a établies il y a maintenant un siècle, qui sont très différentes des lois macroscopiques de notre vie de tous les jours. Donc c'est sûr que c'est un peu perturbant parce qu'il n'y a pas une jonction, il n'y a pas une jonction continue entre les lois de l'échelle nanométrique, même sous-nanométrique, et les lois de l'échelle de nos vies, quoi, de tous les jours. C'est assez perturbant, on va dire, la confrontation, parce que je travaille vraiment sur la physique, sur des modèles de physique quantique qui sont quand même assez éloignés de la physique de tous les jours. Donc ça, c'est assez marrant. Il y a un décalage en fait entre mon travail et si tu veux, la réalité de Monsieur Tout-le-Monde. Tu dis il y a un décalage, mais il n'y a pas de jonction continue entre les deux échelles ? Il y en a une d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des modèles théoriques qui permettent d'expliquer le fait que la théorie quantique n'est plus valable à des échelles spatiales supérieures, des ordres de grandeur supérieurs. C'est-à-dire que nous, on est des corps, on est des objets physiques, on obéit à des lois physiques qui ne sont pas les lois de la quantique parce qu'on a des dimensions, on va dire, qui sont bien plus grandes que les objets quantiques, les atomes par exemple, ou certaines molécules. Donc on a réussi à établir des modèles pour établir une forme de continuité entre ces deux échelles de la physique. Mais c'est quand même très perturbant, je trouve. Si tu veux, il y a une discontinuité entre le moment où je suis dans mon labo et le moment où je sors. Pourquoi ? Parce que j'ai la tête sur des écrans qui sont censés contrôler la position des atomes sur une surface. Et quand je sors du labo, je fais mes courses, je monte les escaliers, etc. Enfin, disons que j'ai ces deux physiques qui sont différentes, discontinues d'une certaine manière. En quoi c'est discontinu ? Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment de jonction de l'un à l'autre. Ouais, je sais bien. Ouais. Et du coup, comment tu le... Bon, on peut dire qu'il n'y a pas de continuité, vraiment. Je vais faire abstraction des théories de décohérence quantique, etc. Donc, c'est un peu chier sur la quantique de dire ça, mais on peut dire qu'il n'y a pas de continuité, justement, entre ces deux physiques. Donc, c'est très perturbant. Mais non, là, tu viens de me dire qu'il y en avait une. Ouais, je sais, mais je peux changer d'avis. Ah non. Enfin, parce que peut-être c'est plus arrangeant, quoi. En fait, on peut quand même rester sur la continuité. Mais il y a un côté assez binaire où soit tu utilises une théorie, soit tu utilises la théorie classique, soit tu utilises la théorie quantique selon la taille de ton système.
Ouais. Tu vas pas t'embêter à avoir un recouvrement permanent de ces deux théories et d'utiliser ce modèle continu qui explique à la fois les deux. Ah. Tu te fais pas chier, en fait. Mais donc il y a quand même des échelles où tu peux dire soit utiliser l'une, soit utiliser l'autre. Ouais, exactement. Tu sais que dans un cas, en fait, il y aura des contributions de phénomènes quantiques qui vont être telles que expliquer les choses avec une théorie classique n'aurait pas de sens. En tout cas, utiliser un modèle classique va pas permettre d'expliquer le phénomène qui t'intéresse. Donc tu vas juste mettre de côté ça et tu vas utiliser une théorie, un modèle quantique qui va incorporer un tas de phénomènes dont la découverte est relativement récente, puisque la théorie a une centaine d'années, afin d'expliquer le phénomène, l'événement en question que tu attends, que tu as vu, ce genre de choses, quoi. Donc tu fais un choix, entre guillemets, c'est assez pratique. Hein. Comment tu expliquerais la mécanique quantique ? J'en sais rien. Enfin, comment Il y toi, a une sorte de... C'est tellement contre-intuitif qu'il faudrait être extrêmement prétentieux pour la définir. Et comment toi tu la comprends ou comment tu la... Je la comprends pas. Tu l'utilises, je la comprends pas énormément. Quel rapport t'entretiens à... Ben moi en fait tous les jours mon travail est basé sur un phénomène quantique qui est l'effet tunnel. C'est quelque chose de très contre-intuitif. Ça s'appelle l'effet tunnel en fait puisque imagine que tu as une particule, une sorte de petite bille qui est dans un creux de vallée, alors dans une dune de sable, au fond d'un creux de sable sur la plage, et tu veux qu'elle escalade la petite colline de sable que tu as créée pour qu'elle passe dans l'autre trou qui est de l'autre côté. Voilà, donc t'imagines sur la plage l'aspect ondulé du sable qui crée des petits creux et des petites vagues, et puis ta bille finalement elle s'est posée dans un creux, et toi t'aimerais justement la faire changer de creux et la passer au-dessus de cette petite dune de sable qui est. Ça marche avec un ballon de foot dans le désert ? Ouais. Ok. Ballon de foot dans le désert ? Ou de basket ? Basket ? Non, attends, laisse-moi prendre une meilleure analogie. Ah oui, j'ai. Ok. Je peux commencer l'analogie ? Vas-y. Ok. Donc, imagine t'es au pied d'une montagne. Ouais. Et t'as besoin de passer de l'autre côté de cette montagne. Ça marche avec un rocher qu'on doit ramener au haut d'une montagne tous les jours ? Tout à fait, ouais. C'est un peu long quand même. Ouais, enfin bon, ça casse pas de pattes à un canard l'exemple que je vais te donner, mais t'es au pied d'une montagne et ton but c'est justement de passer de l'autre côté de cette montagne. Parce que de l'autre côté, t'as quelque chose à y foutre. Donc, dans la physique actuelle, dans la physique classique, le seul moyen de faire ça, c'est de grimper cette montagne et de passer de l'autre côté. Si t'exclus la possibilité de contourner la montagne, par du principe que t'es dans 2 dimensions et que tu peux pas contourner cette montagne. Mais la seule solution que t'as, c'est de grimper au sommet de cette montagne afin de passer de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que t'es obligé de fournir l'énergie nécessaire en calories, par exemple, pour monter jusqu'au sommet et redescendre. Donc tu dois fournir l'énergie nécessaire qui correspond finalement à la randonnée, au parcours pour aller du haut vers le bas de cette montagne. Non, l'inverse. Ouais. Ouais. Donc tu es obligé de fournir l'énergie nécessaire pour grimper la montagne et ensuite redescendre. Maintenant, en quantique, quand les objets sont très petits, c'est-à-dire que si toi, au lieu de faire 1m80, tu fais moins d'1 nanomètre de hauteur et que la montagne en question a une taille également similaire, il y aura, sous certaines conditions évidemment, il y aura une probabilité non nulle que tu puisses traverser cette montagne, mais avec une énergie inférieure au minimum nécessaire à fournir pour la gravir. Ah ouais, là, je t'ai perdu. Non, j'ai compris, mais... Donc en fait... Comment c'est possible ? Ça dépend en fait, si tu veux, Bon là, on arrive peut-être aux limites de l'analogie, mais ça dépend finalement de l'épaisseur de cette montagne, si tu veux, de la largeur de la montagne. Ah oui ? Ouais. Si tu as une largeur qui est suffisamment petite, en fait, ton caractère ondulatoire que tu as quand tu es très petit à l'échelle subnanométrique va faire en sorte que tu as une probabilité non nulle de traverser. En fait, ta fonction d'onde, l'onde que tu représentes, va avoir une amplitude non nulle au-delà de cette barrière, au-delà de cette largeur de montagne. Mais ça, c'est expliquer la théorie tunnel, c'est putain de chaud. Hein. Moi, je veux bien, mais t'es obligé de... Ces dualités onde-corpuscule, une particule est à la fois une onde et une particule, justement. Et l'onde peut traverser comme le son peut traverser un mur, en fait. Bah là, c'est pareil, l'onde que représente la particule, elle peut légèrement traverser la montagne à condition que la montagne soit suffisamment petite en largeur, comme un mur. Tu vois, c'est magnifique. Parce qu'un objet, c'est un objet. Ouais.
Donc il se comporte comme s'il avait une masse et aussi comme un signal sous forme d'onde. Est-ce que c'est pas juste qu'en fait on se prend les pieds dans le tapis en voyant les choses soit comme une onde, soit comme une particule, et que là on se rend compte qu'il y a un comportement qui peut être propre à l'un ou à l'autre et qui est confondu quand on l'observe à une certaine échelle, et en fait on devrait appeler ça d'une troisième manière. Il est là l'entre-deux. C'est que on veut dire c'est à la fois l'un et l'autre, on est à la fois dans le môle et hors du môle, on est à la fois une onde et une particule. Ouais, ça, alors c'est qu'en déjà... fait il faudrait l'appeler autrement. Non, mais pas forcément, puisque Trouver un troisième terme. Pas forcément un troisième terme, puisque une superposition des deux termes, en soi, ça peut être défini comme un troisième terme, tu vas me dire. Mais pour nous, c'est assez impossible d'imaginer une même chose être deux choses à la fois, si j'ose dire. Mais Nous, soit on choisit, en fait. Nous, on est obligé de choisir pour s'imaginer le comportement de quelque chose. Pourquoi ? Parce que... Non, on n'est pas obligé. En tout cas, à cette échelle-là, j'ai l'impression, si, quand même. Uniquement en termes physiques, mais là on est à Paris et on est dans le môle. Mm-hmm. Non ? Si. Du coup, il n'y a pas de choix à faire, on peut faire les deux. Ah non mais bien sûr. Mais toi, si je te dis que tu es à la fois une onde et un corpuscule, comment est-ce que tu arrives à expliquer la plupart des phénomènes en prenant les deux? Justement, c'est qu'il y a peut-être un problème dans la dualité, pas dans le fait que moi j'arrive à la concevoir. En fait, si j'arrive pas à la concevoir, c'est qu'il y a un problème dans la dualité et qu'on devrait trouver Non, c'est pas forcément un problème. Enfin, ça pose un problème si tu as envie absolument de donner un sens. Ouais. Si tu as envie de pouvoir le représenter, ouais. Ouais. Oui, ça peut être un problème dans ce cas-là. Parce que tu m'as dit qu'on pouvait pas expliquer ce qui se passait, que c'était forcément contre-intuitif et que expliquer la quantique c'était... Non, moi j'ai pas la prétention de savoir de quoi je parle, mais exactement. Non, mais je veux dire, c'est très contre-intuitif et du coup c'est des concepts qui sont presque impossibles à concevoir, je trouve. Après, mathématiquement, tu arrives à manipuler cette théorie, tu arrives à gérer cette théorie, à faire des calculs et qui s'avèrent être expérimentalement vérifiés, mais disons que pratiquement c'est compliqué en fait. Parce que expérimentalement, tu es obligé de poser ton regard sur le système, et rien qu'en posant le regard sur le système, tu vas changer l'état du système. Donc si tu veux, avant de poser ton regard sur le système, va imaginer ce à quoi il est censé ressembler. Par définition, tu ne peux pas. Donc ça pose la question de savoir, là je change de sujet, mais de savoir ce qu'est le réel. Est-ce que le réel, c'est ce qu'on observe? Et dans quel cas on a déjà modifié... On l'a créé, du coup. Enfin, on a une participation à sa création, en tout cas. Ouais, tout à fait. En fait, dès que tu poses ton regard sur un objet, tu vas modifier sa mesure. Ça, c'est comment je pourrais mesurer, comment je pourrais définir la quantique, ou du moins un aspect de cette théorie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu poses forcément la question très frustrante de savoir ce qu'est ton système avant que tu puisses poser ton regard dessus. Et donc mathématiquement, tu as une réponse à ça. Tu as ce qu'on appelle une fonction d'onde qui est dans une superposition d'états. Donc ça veut dire que concrètement, tu as des probabilités non nulles pour que l'onde dont tu parles, l'objet dont tu parles, soit dans l'état A, l'état B et l'état C. Donc tu finis par dire, puisqu'il y a des probabilités non nulles qui soient dans ces trois états-là, il est d'une certaine manière dans les trois états à la fois. Et dès que tu poses un regard, entre guillemets, dès que tu essayes de mesurer ce système, on va parler d'observable justement, tu vas figer ton système physique dans un de ces trois états. Donc finalement, toi, quand tu vas arriver avec ton microscope, quand tu vas arriver avec un compteur d'électrons, un compteur de charge ou peu importe, tu vas mesurer qu'un système sur les trois probables. Mais selon l'outil de mesure ou la manière dont tu mesures, tu peux mesurer une autre probabilité. Exactement, tu peux forcer en quelque sorte l'état, ou tu peux faire en sorte que tu aies plus de chances d'avoir un état qu'un autre. Mais finalement, ça pose la question de savoir, du coup, tout ce qu'on observe déjà à l'échelle macroscopique, elle échappe à cette loi quantique. Pourquoi ? Pour des raisons d'écohérence. En fait, les systèmes considérés sont trop grands, ils interagissent beaucoup trop entre eux pour qu'ils gardent leur propriété de superposition. Ça veut dire quoi ? C'est une bonne question. C'est là où moi je suis de moins en moins compétent pour en parler. C'est que le mouvement d'un électron autour d'un atome, c'est un phénomène probabiliste, c'est pas un phénomène déterministe. On peut te dire avec une certaine probabilité où sera l'électron au temps t,
mais on peut pas te dire il sera là, absolument, à 100%. Donc en fait, quand tu étudies un seul atome et avec un seul électron, par exemple un atome d'hydrogène, le mouvement d'un électron autour de cet atome, tu vas avoir un modèle quantique, puisque ce sera un modèle probabiliste, tu vas avoir tout un tas de considérations. Après tu vas te dire, je vais essayer d'agrandir la taille de notre système, puisque nous on est fait de plein d'atomes, et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à ajouter des atomes les uns avec les autres, et en fait, là, ça va déjà être un problème très compliqué, puisque tu vas pouvoir t'intéresser à la position des particules, de plein de particules en un temps t. Donc c'est déjà un problème physique qui est très dur, puisqu'il y a beaucoup de considérations. Mais surtout, tu auras un système qui va devenir de plus en plus macroscopique. Et si tu veux, c'est comme si les propriétés quantiques de ces électrons allaient s'annihiler, allaient s'inhiber, allaient disparaître en fait avec plus leur nombre est élevé, quoi. En fait, donc tu vas arriver à nos corps qui sont composés de, 10 puissance 19 d'atomes d'hydrogène, dont la globalité, donc ce qui fait nos tissus, ce qui fait nos muscles, nos os, etc., n'a plus rien de quantique finalement, puisque on est sur un système beaucoup trop macroscopique où les particules échangent trop entre elles pour garder leurs propriétés intrinsèques propre à elle-même, individuellement. En fait, c'est ce qu'on appelle la décohérence quantique, c'est justement la continuité qu'il y a entre le modèle quantique et le modèle classique. C'est le fait que plus l'environnement autour de la particule est riche, et grand et bruyant, moins cette particule va avoir des propriétés quantiques claires, on va dire, dépourvu de bruit autour ou ce genre de choses, si tu veux. Donc c'est une sorte de bruit environnant permanent qui contribue à ce qu'on appelle la décohérence et donc à la fin de vie d'un régime quantique, si tu veux. Donc plus le système est élevé, plus on va perdre ces propriétés-là. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Non, mais c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer. Et du coup, tu peux forcément... Ouais, mais c'est hyper intéressant ces moments de passage, parce que... Moi, pour moi, c'est la plus belle, mon plus beau cours de physique, c'est là-dessus, ouais. C'est sur l'évolution de ce qu'on appelle la matrice densité en fonction du temps, qui définit finalement un système quantique. Et on apprend à voir, en fait, selon la taille, selon le temps passé par cette particule avec son environnement, celle-ci va perdre ses propriétés quantiques. Je trouve ça passionnant. Est-ce qu'elle les perd ou est-ce qu'elles sont rendues invisibles et elles perdent en importance au profit de la globalité qu'elles constituent dans le corps, par exemple? C'est une bonne question. On peut dire qu'elles se perdent d'une certaine manière parmi tout ce bruit. On va parler de bruit pour parler de décohérence, ça va être peut-être plus simple, mais c'est assez authentique de parler de bruit. Ces états, ils vont se perdre en fait dans ce brouhaha de particules, dans cette soupe de particules qui a maintenant trop en commun pour pouvoir déceler les individualités de chacune. Moi, ça me fait penser au Léviathan. Chez Hobbes, en gros, le Léviathan, c'est l'État. Le pouvoir de l'État, il est constitué par tout le pouvoir que chaque individu lui délègue. Le Léviathan, c'est un bouquin de Hobbes où, il explique sa théorie de l'État. Et l'illustration qui ouvre le livre, c'est un géant constitué de plein de tout petits bonhommes. Et c'est un peu ce que je me représente quand tu m'expliques ça. Oui, c'est vrai. Tous les petits bonhommes ont ce pouvoir, ils ont toujours leur propriété. En l'occurrence, chez Hobbes, c'est le droit de disposer de la vie d'autrui, par exemple. Ouais. Ils l'ont toujours, mais ils l'abandonnent au corps global qui, lui, en fait autre chose que ce qu'en ferait chaque individu. Ouais. Oui, en fait, c'est vrai que t'as plein de... Même historiquement, t'as plein de... En fait, le rapport que t'as à la réalité quand tu fais de la quantique, c'est par la mesure. Pour connaître l'état d'un système, tu es obligé de passer par la mesure. Et comme on disait, tu modifies l'état théorique pour avoir un état pratique. Et finalement, oui, tu es obligé de passer par là pour avoir une expérience de réalité, si tu veux. Donc il y a un rapport avec soi permanent, puisque tu es en mesure permanente avec l'extérieur. Tu poses ton regard en permanence sur les choses, juste pour dire simplement. Donc, est-ce que tu crées le réel ou est-ce que tu le modifies ? C'est aussi une question intéressante, mais c'est vrai qu'en tant que physicien, surtout en quantique, tu peux que parler d'expérience pour parler de réel, quoi, d'observable, quoi. Ah oui. Ouais. Et donc, est-ce que tu le crées ou est-ce que tu le modifies ? Tu répondrais quoi ? Je dirais que je le crée parce que le modifier, ça sous-entend qu'il existe indépendamment de toi. Et tu penses qu'il n'y a pas d'existence du... Non, je pense que c'est vraiment, comme je te disais au début, un rapport à soi permanent, en fait, continu,
une résistance continue entre... Enfin, comment dire ? C'est une expérience permanente, en fait, par rapport à toi. D'une certaine manière, tu le crées en permanence, mais c'est juste que on s'en rend plus compte, puisqu'on a été obligé de figer d'une certaine manière les contours du môle, ou figer même la réalité de manière générale pour essayer d'avoir une certaine stabilité, mais c'est une création permanente. Et tu penses que ça pourrait nous expliquer comment fonctionne notre rapport au réel ? Non, c'est une définition en fait pour moi. Le rapport qu'on a au réel, quoi qu'il arrive, il reste le même. C'est une création permanente, qu'on soit à l'échelle nanométrique ou qu'on soit à l'échelle macroscopique. On modifie. Alors c'est pour ça que la quantique a ce postulat qui est assez génial et qui est en termes d'interprétation est intéressant, c'est qu'on modifie l'état d'un système en le mesurant. Et c'est un peu pareil, mais c'est une forme d'analogie. C'est pas exactement pareil, mais dans la vie de tous les jours, pour moi, l'expérience au réel, c'est une création perpétuelle. Voilà, c'est tout. Parce que après. Dans le môle, cette création perpétuelle, elle se manifeste comment ? Elle se manifeste pas énormément, dans le sens où pour moi on se rend pas trop compte que c'est une création. Il y a je sais pas si beaucoup de gens vont te... Bon, il y a beaucoup de connards dans le môle, faut le dire. On voit qu'à tous les étages tu trouves des cons, mais je suis pas sûr que tout le monde ait le même discours sur le réel, même sur le môle de manière générale, parce que les gens vont penser que son existence est absolue, tu vois. Et c'est une absurdité. Disons qu'ils font abstraction de leur expérience au réel, du réel. Cette démarche intellectuelle de définir les choses alors même que tu les observes. Cette microseconde dont tu fais abstraction, ils oublient. Et finalement, quand tu réfléchis sur la réalité dans le môle, etc., j'ai l'impression que beaucoup vont partir du principe que tout ça est absolu, tout ça existerait aussi sans notre présence. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Ouais, c'est sûr que non. C'est en tout cas très imprudent d'assurer que ces choses-là sont absolues. On n'a aucune certitude, et la meilleure chose à dire, c'est que on est lié avec notre expérience au réel. On est lié avec notre expérience du môle. Et donc l'idéalisme, il a toute sa légitimité dans un monde où il n'y a aucun absolu et où la réalité est construite constamment par nous. L'idéalisme, tu te penses à quoi ? Tendre vers une réalité qui soit d'une certaine manière plutôt qu'une autre, et essayer d'orienter cette création du réel vers une chose qui serait parfaite. Par exemple, l'idéalisme des penseurs du môle qui essayent de faire en sorte que le môle soit parfait. Mais ça, les gens, ils le savent qu'ils essayent de faire ça, ces gens-là ? Quels gens ? Les gens du môle ? Non, les couillons, là. Les gens du môle, ils se disent que le môle est parfait. Oui, voilà, c'est ça, c'est des connards. Mais je veux dire, c'est des putains de croyants. Non, mais je veux dire, oui. Voilà. Mais les penseurs du môle, ils entretiennent. Mais les penseurs du môle, ils sont pas cons, et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils essayent d'entretenir une image d'absolu. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est connard. Moi, je les prends à part, les penseurs. Pas une seule penseuse en 10 ans. Pas une seule penseuse. Que des petits cons, là. Non, mais eux, ils savent très bien ce qu'ils font, et puis c'est leur rôle, C'est leur rôle de faire ça, mais je trouve que c'est intellectuellement, quand ils pensent, faut aussi casser cet absolutisme en fait du môle, mais même de la réalité de manière générale. Par exemple, il y a la lune dans le môle. Oui, tout est dans le môle. Ouais, tout est dans le môle, ouais. J'imagine toujours un grand magasin, mais pardon. La lune, à partir du moment où en gros, tu penses aux premiers hommes et tu imagines l'expérience que l'un d'eux a dû faire quand il a vu la lune pour la première fois. Mais c'est pas possible. Tu te souviens la première fois que t'as vu la lune, toi ? Non, mais c'est une expérience de pensée. Je l'ai pris la lune, espèce de teubé, mais j'aurais pu dire n'importe quel animal bizarre, et là tu peux t'en souvenir. Okay. J'ai dit la lune parce que c'était plus stylé. Commence pas à me faire chier. Ouais. Tu nous remets ça, laisse-moi pas. Sur l'ardoise. Ouais. Bref. Donc ma lune. Ouais, ta lune. Imagine, fais cette expérience où t'imagines la première personne l'ayant vue. Imagine qu'avant il vivait dans une grotte, il l'avait jamais vue, ou ce genre de choses. Rappelle un truc, ça. Ouais, un petit peu, ouais. Non, un peu trop, ouais.
La question, c'est de savoir est-ce que la Lune existait avant qu'il l'ait observée. Tout le monde te dira bien sûr. Non. Pourquoi non? Non, parce que... Moi je suis d'accord avec toi, hein, mais je pense va te que- dire évidemment je que la pense Lune que- existe depuis tant de milliards d'années. Non, mais je veux dire, ils ont raison dans le sens où, en fait, c'est toute l'expérience qu'il y a eu une fois qu'on l'a observé. On a eu ce besoin de construire une histoire cohérente pour expliquer la Lune. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Du coup, c'est quoi ton rapport à l'histoire Et c'est une explication que je valide totalement. Mais il y a une différence entre les théories qui expliquent et la définition ou le rapport à la réalité. Donc en fait tu vas bâtir un modèle, tu dis la Lune orbite depuis tant d'années autour de la Terre, avant il s'est passé telle chose, enfin en tout cas tu t'essayes d'expliquer la genèse de cet astre, et donc t'extrapoles depuis ton présent, t'extrapoles dans le passé pour dire du coup, suivant mon modèle, elle était là il y a 10 000 ans, elle tournait de la même manière, et je peux même dire avec quelle précision elle était ce jour-là il y a 5 000 ans. Moi je suis d'accord avec ce modèle. Avec le modèle, mais c'est un peu un paradoxe temporel, dans le sens où en fait on l'a fait exister dans le passé. C'est nous qui la faisons exister dans le passé. C'est nous qui avons construit ces théories avec lesquelles je suis totalement d'accord. En tout cas, je vais pas dire le contraire. Mais c'est un processus de création où on va projeter la Lune telle qu'on la connaît aujourd'hui dans le passé. Et oui, je suis d'accord qu'elle était probablement là, avec probablement cette position, mais c'est un effort de projection. Exactement de la même manière que on projette l'idée selon laquelle le môle est infini et comprend tout ce qui existe. Donc en fait, l'existence de la Lune et l'existence du môle a le même statut. Exactement. Ouais, exactement, ouais. C'était un épisode de Réalité entre deux. Un podcast proposé par Rémi Kuntz. Présenté par Marc. Avec les voix et récits de Myriam Artola, Marion Kraft, Louise Dewell et Clément Soulard. Soutien technique de Vagram Agami et du Studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous sentez une proximité étrange entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentre2@gmail.com au pluriel et en toutes lettres. Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part. Je l'espère. À bientôt, Marc. À bientôt. Et merci d'avoir été là.